Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le rêve brisé de bon nombre d'étudiants en Afrique subsaharienne est décrit à travers un roman qui a pour titre Une vie d'étudiante. De l'orientation dans les universités publiques en passant par les conditions de travail parfois délétères et les nombreux réseaux d'étudiants sur les campus, l'auteur passe en revue tous ces aspects. Et on en parle avec lui dans cette émission. Akessé Marc Hervé Nango est avec nous. Bienvenue sur le plateau de Média. Merci bien, monsieur Oumar. Vous êtes écrivain, contrôleur du travail et auteur de ce roman qui a pour titre Une vie d'étudiante, le rêve noyé de Mbegnon. C'est bien cela. Tout à fait, c'est bien dit d'ailleurs. Dans le titre, il y a un néologisme, étudiante. Alors pourquoi cette façon de présenter les choses? Merci bien déjà, monsieur Oumar. Et je pense que c'est une question qui est la bienvenue parce que c'est ce qui saute tout de suite à l'œil. Bien sûr. Voilà. Alors, étudiante, c'est bien évidemment un néologisme dont s'il faut comprendre, déjà il faudrait l'analyser sous deux angles. Très bien. Un premier angle qui est l'angle de la syntaxe et un deuxième qui est l'angle de la phonologie. Alors quand on prend la syntaxe, on trouve tout de suite étudiante qui est composée de étu, c'est-à-dire la racine de étudier, et diantre qui est cette interjection-là pour marquer ce qui est mauvais, ce qui est vraiment, je veux dire, exacerbant. Voilà. Donc, quand on fait le lien, en fait, on veut tout simplement dire que on veut parler de l'exacerbation pour les études. Très bien. Et sur la première de couverture, on a l'image d'une jeune dame ayant de l'argent en main autour d'elle et puis des bouquins ci et là. Elle pourrait représenter Mbegnon qui est le personnage principal. Alors cette étudiante-là, que représente-t-elle pour la gente féminine, pour toutes ces nombreuses étudiantes dans les universités publiques en Afrique? Alors, à ce niveau, ce qu'on dira, c'est que déjà, Mbegnon, c'est un personnage fictif à qui l'on a greffé des réalités estudiantines, on va dire quotidiennes. Oui. Voilà. Et il faut dire que une vie d'étudiante se sert de ce personnage-là pour caricaturer un peu le vécu quotidien de ces jeunes filles que l'on retrouve très souvent sur l'université. Très bien. Entrons dans l'ouvrage. Ce personnage principal, Mbegnon, elle a une vie, des études très brillantes, elle est très intelligente. Son parcours, comme vous le décrivez, est très brillant, mais finalement, elle a une fin plus ou moins malheureuse. Alors expliquez-nous comment elle commence brièvement et pourquoi ce déclin à la fin. Merci bien, monsieur Oumar, pour, on va dire, la question. À ce niveau, je tiens d'abord à vous tirer le chapeau parce que ça montre que vous avez bel et bien amorcé l'ouvrage. Et comme vous avez pu le constater, effectivement, en amorce, l'auteur nous présente ici déjà un personnage, on va dire, vraiment brillant, vraiment dévoué, plein d'abnégation, ambitieux. Avec des parents qui sont très modestes. Tout à fait. Mais très attentionnés. Bien évidemment. Elle est l'aînée de sa famille. Tout à fait. Ça, c'est bien dit. Alors, vous allez voir que dans le prolongement, malheureusement, les réalités sont tout autres. Au point où on découvre une autre personnalité de notre très cher Mbegnon. Donc c'est la société qui va finalement... Oui, mais en même temps c'est aussi l'occasion pour moi, pour cette question, d'inciter nos différents téléspectateurs à s'approprier du livre, pour mieux continuer et savoir, on va dire, les réalités vraies qui ont poussé Mbegnon à cette dérive. Parlons maintenant des réalités que vit cette étudiante. Alors, elle est en classe de terminale, tout se passe bien, elle obtient son baccalauréat, et par la suite on se rend compte que le temps d'attente, l'orientation dans une université, dans une filière, qu'elle n'espérait pas, quand on sait qu'elle était brillante avec une mention bien pour une série dans laquelle elle se trouvait. C'est la réalité parfois à laquelle beaucoup de jeunes étudiants sont confrontés. Tout à fait. On va dire que à ce niveau, on retrouve notre personnage principal dans une totale désillusion. Parce que quand on voit combien de fois est-ce que
elle a carrément... enfin, elle se faisait une belle image des études universitaires. Elle était consacrée aux études. Tout à fait. Et encore après, même toute cette mention qu'elle a obtenue, on retrouve un autre personnage dans un total effondrement. Avec d'autant une plus bourse. même qu'elle avait obtenu une bourse qu'elle a raté la justesse. Et malheureusement, faute de moyens, elle n'a pas pu rentrer même dans le plein temps même de son rêve. Il y a un auteur qui a écrit un ouvrage qui parle de la réussite paradoxale à l'école, faisant allusion à toutes les personnes qui n'ont pas toutes les chances de réussir, faute de moyens, faute d'outils didactiques, ainsi de suite, mais qui à la fin se retrouvent parmi les meilleurs. Alors, quand vous regardez cette réussite paradoxale de certains d'entre eux, confrontés à ceux qui parfois sont obligés de tout abandonner, de ne pas toucher le rêve, qu'est-ce que vous pouvez faire comme analyse ? Déjà, nous y voyons une sorte de particularisme individuel, parce que l'être humain, dans son individualité, voyez-vous, il est particulier. Là où certains faits arrivent à décourager certaines personnes, les mêmes faits sont une source de motivation pour d'autres personnes. Alors, si dans ce décor, il y en a qui vraiment se laissent décourager, je pense que la réalité n'est pas la même pour tous les individus. Il n'en demeure pas moins que la réalité, elle est présente. Tout à fait, tout à fait. Et elle a une influence. Bien évidemment, mais en même temps aussi, tout dépend de comment est-ce qu'on l'apprend. Parce que pour l'aborder sous un angle philosophique, on dira que cette réalité peut-être forge le stoïcisme en chacun de nous, parce que être stoïque, c'est celui-là qui, malgré les réalités difficiles, reste, on va dire, focus sur ses objectifs. Voilà, donc s'il y en a qui vraiment arrivent à se départir, malgré toutes ces réalités, je pense qu'ils font partie de cette catégorie isolée de ces personnes. Il y a un autre personnage très important qui est pratiquement aux antipodes en termes de réalité, de vie du personnage principal, c'est sa meilleure amie à 12 ans. À 12 ans, ils sont dans le même cursus, les parents, eux, ont les moyens. Finalement, après son master, elle va à l'extérieur pour étudier. C'est à la limite le groupe de personnes qui ont toutes les chances de pouvoir réussir face à celles qui doivent se battre face aux réalités de la vie. Et c'est ce que vous présentez dans cet ouvrage. Alors, allons un peu plus loin. Quand elle arrive à l'université, elle se rend compte que c'est vrai, il y a les bâtisses, il y a tout ce qu'on pourrait voir, ce qu'on pourrait imaginer, mais finalement, les réalités auxquelles on ne s'attendait pas nous retrouvent et les conditions deviennent très difficiles. Alors, quel est le message que vous voulez faire passer ? À ce niveau, le message, on va dire que il est tout simple, parce que déjà quand on prend l'université en elle-même, nos universités en elles-mêmes, ici ce que l'auteur a voulu présenter, ça veut dire que nos universités en termes d'apparence sont très bien soignées, en termes on va dire, un jugement sur la base de la forme, on a tout de suite envie de venir apprendre. Et là, vous parlez des universités de façon générale, pas tout à fait, de façon générale. Et il faut dire que les universités, nous ciblons les universités africaines. Hein. Voilà, donc tout de suite, quand on regarde la forme, quand vous regardez les bâtisses, vous dites, ah ben écoutez, ça donne envie, ça motive davantage. Mais par contre, quand vous y adhérez, ah ben vous trouvez que la réalité, vraiment, elle n'est pas celle que vous vous disiez autrefois. C'est aussi un cri de cœur, j'imagine, que vous lancez à travers cet ouvrage pour la gente féminine. Vous l'avez dit à l'entame de cette émission, on constate que les hommes et les femmes parfois rencontrent les mêmes difficultés, sauf que les femmes sont beaucoup plus vulnérables. Et vous le décrivez dans cet ouvrage. Quel est le cri de cœur ici que vous lancez? Et à qui est-il destiné? Le cri de cœur, à ce niveau, il est à la fois destiné à, non seulement aux parents, d'abord, parce qu'ils font partie de la plus petite échelle, la plus basse échelle à la plus haute, aux parents, aux concernés. Que doivent faire les parents dans ce genre de situation? On va dire que parfois, ils sont à la limite de leurs moyens. Tout à fait. Les études universitaires deviennent de plus en plus chères par rapport aux années d'études antérieures. Voyez-vous, pour la plupart des cas, nous pensons que le soutien, il doit être de mise jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Et lorsque nous sommes dans un contexte où les moyens font défaut, il faudrait toujours maintenir, voyez-vous, ce rapprochement-là. Oui, et là, les parents de Mbegnon l'ont soutenu jusqu'au bout, jusqu'au décès du père. Tout à fait. Et en même temps aussi, il y a aussi la pression des pères qu'il ne faudrait pas déconsidérer. Oui. Parce que les parents, peut-être, ont beau faire ce qu'ils ont à faire. Oui. Quand la pression des pères, on va dire, prend de l'ampleur, à un moment donné, on devient une autre personne. Oui. Voilà pourquoi aussi, il y a un travail à faire sur soi-même. Oui. À faire sur soi-même. Et là, c'est le cri du cœur à la personne concernée elle-même. Effectivement. Ce travail à faire sur soi-même, là, doit être, on va dire, au niveau de les objectifs qu'on se fixe. Oui. Toujours rappeler cela, ça veut dire que cela doit être notre credo à chaque fois, peu importe la situation. Et je pense que nous rappelant cela à chaque fois, ce leitmotiv-là, je pense qu'on a envie tout de suite de vouloir franchir les limites de nos aptitudes. Et par moments même, il y a des barrières, mais parce qu'on croit fortement, on a envie de les outpasser. Peut-être que la troisième catégorie auprès de laquelle le cri de cœur est émis, c'est les autorités de façon générale qui doivent créer davantage de conditions. On l'a dit dans l'introduction de cette émission qu'ici en Côte d'Ivoire, des dispositions ont été prises pour augmenter les capacités d'accueil des universités, à la fois des nouvelles universités qui ont été construites et même pour recevoir les étudiants sur le campus. Parce que là aussi, c'est une difficulté. Les embouteillages, le temps d'arriver, faire des devoirs, repartir. Le cri de cœur à l'endroit des autorités. Oui, effectivement, parce que quand on dit université, on pense tout de suite à nos autorités. On pense tout de suite à nos autorités et moi je pense que nos autorités gagneraient à davantage accentuer les infrastructures universitaires. Quand nous parlons d'infrastructures universitaires, il faut voir tout de suite les amphithéâtres, les laboratoires, les bibliothèques et même les chambres, les cités universitaires, pour rapprocher le apprenant du lieu d'apprentissage. Nous sommes à la fin de cette émission. Akessé Marc Hervé Nango, merci d'avoir accepté de partager votre expérience à travers l'ouvrage, le roman que vous avez écrit qui a pour titre « Une vie d'étudiante, le rêve noyé de Mbegnon ». On a eu le plaisir d'échanger avec vous. Merci bien, monsieur Roman, plaisir partagé. Nous rappelons que vous êtes écrivain, contrôleur du travail. Merci à l'équipe de réalisation Faressa Cora, Jean-Marc Grancé, Dosso Arnold. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.